On repart les amis, on repart avec Mathieu Lambeau qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver dans une nouvelle aventure. Alors, mais c'est ça, alors c'est intéressant Mathieu parce que j'ai rarement l'occasion de mettre ça en avant. Je l'ai fait récemment avec Pierre Danon. Mettre en avant en fait les managers. Mettre en avant ceux qui prennent la direction de boîte. J'imagine, parce que, là c'est plus l'agroalimentaire d'ailleurs, hein, on va parler chien, chat, etc. et tout, ouais. Mais combien de boîtes t'as dirigé là? Parce que t'es encore jeune, non, en tout cas 3 grandes. C'est sympa, voilà. tu commences bien. Je suis jeune, c'est sympa ça. Non mais 3 non, que je connais, quoi. Donc t'as dirigé Findus, Saint-Mamet, qu'on connaît bien, Findus longtemps, Saint-Mamet qu'on 2 connaît ans bien aussi, hein, voilà. Hein. Bon, sûr. maintenant donc on va en parler, AgroBiothers, mais c'est un métier quand même, non? Que d'être manager. Parce que sans arrêt, les entrepreneurs. Il faut des gars pour tenir les business aussi. Pour les réorienter. À chaque fois, tu les réorientes. C'est quoi justement? Je pense que tout se mélange en fait. Il y a l'entrepreneur qui démarre de zéro avec la page blanche. Et là, c'est vrai que moi, je trouve ça toujours génial. Hein, les mecs qui commencent avec. Enfin, vraiment, voilà. Moi, je pense d'ailleurs, c'était tes émissions depuis des années, les célèbres. Après, tu as le manager dans une grosse structure où là, tu es plus en fait un fonctionnaire probablement. Et puis après, il y a quand même il y a plein de managers, plein de situations. Donc moi, j'étais plus dans des situations en fait où j'étais manager, c'est vrai, mais entrepreneur aussi. Attends, Findus, c'était quoi le chiffre d'affaires de Findus? Parce que c'est vrai, grosse notoriété, mais c'est une ETI. Tu veux dire à la fin ou au début? Non, mais au début, c'était 70, à la fin, c'était 400. Sur combien de temps? Ouais, mais finalement, ça a été pris par des hedge funds américains et on a perdu avec mon équipe. On pensait arriver à le racheter. Hein. D'ailleurs, là, on est dans des vraies histoires d'entrepreneurs. Et finalement, on n'est pas arrivé. Et donc... je me souviens plus de cette histoire. Vous aviez essayé de faire parce qu'il y a des histoires qu'on ne dit pas dans les médias. C'est bien que tu as un émetteur toujours pour une histoire, donc c'était pas, voilà, il n'y a pas besoin de le dire. Tu l'as jamais raconté l'histoire? Non. Ah non, il n'y a pas besoin. Quand tu rates un deal, tu vas pas aller. C'est vrai, tu as raison. Non, mais quelqu'un aurait pu, parce que c'est une marque iconique, si tu veux, c'est super intéressant et quelqu'un aurait pu. En fait, on l'a raté. La vraie histoire, c'est pas le sujet du jour, mais la vraie histoire, c'est qu'on l'a raté lors du Horse Gate, en fait. Ah oui, c'est ça, la viande de cheval, l'histoire de la viande de cheval. Et après, on l'a raté 2 ans plus tard. Finalement, c'est parti, c'est très bien. Ils font un super boulot et je suis fier de mes équipes. Puisque Findus est devenu hyper dominant, hein, c'est quand même génial. Hein. Ouais, et quand justement je venais de voir sur ton plateau il y a très longtemps, on était tout petits. Ouais. Oui, mais déjà, tu avais en tête des choses qui... Alors, vraiment, là-dessus, je te rends hommage. Il y avait un truc qui m'avait énormément marqué. D'accord. Et que le retail oublie trop souvent, quel que soit le... C'est pourquoi tu avais fait un paquet de... C'était pas 1 kilo, c'était 1 kilo et quelque chose, 300, 400 grammes, parce que tu avais mis des petites caméras dans des cuisines, des gens qui évidemment étaient volontaires. Tu avais regardé comment le client portionnait ce que tu lui vendais, et tu t'étais dit, si je fais 1 kilo, il n'en aura pas assez, si je fais 1,5 kg, il en aura trop, et on va lui faire exactement ce qu'il veut. Voilà. Ouais, c'est la base. Des clés. C'est la base de notre métier. Hein. Je pense que exactement. Dans la grande consommation, et là on va parler des animaux, parce qu'on parle de chien-chat, exactement. Poisson et de jamais sans mon chat. Exactement. Voilà. Jamais sans mon chat. Et au final, si on ne comprend pas le consommateur, si on n'est pas en fait marketeur, on n'est rien. Et d'ailleurs, c'est bien le drame quand les financiers finalement mettent que des financiers à la tête de ces boîtes, ça marche pas. C'est pas possible. Bah non, forcément. Enfin, il faut qu'il y ait un financier, mais il faut que le financier fasse confiance au gars qui est au contact du client, qui connaît le client, connaît le client. Alors donc, et là, c'est un chiffre, donc je l'ai dit en sommaire. Mais alors, ça vaut quoi ton sondage quand même? Parce que je me suis dit que j'allais valider le sondage à tes côtés. On parle de Whoopet, qui est un site internet avec quand même 3 ou 4 millions de personnes, donc je ne pense pas qu'ils fassent des choses n'importe comment. D'accord. Et ce sondage est juste génial. C'est qu'on a vraiment du souci à se faire, toi et moi. Donc, 2 tiers des sondés déclarent que leur animal de compagnie est leur principale source d'amour. Leur conjoint est à 13%, la famille 19%, les amis 2%. Ouais. Mais est-ce que ça en dit plus sur les propriétaires d'animaux que sur la société en général, non? Parce que j'imagine que, puisque c'est Whoopets qui sonde ses lecteurs, etc., ça en dit énormément sur les propriétaires d'animaux, mais ça valide ton... Enfin, ce pourquoi j'avais envie que tu viennes, c'est qu'on est aujourd'hui sur des dimensions qui peuvent être irrationnelles sur les dépenses que sont prêts à faire certains propriétaires. Je pense que la décharge émotionnelle d'avoir un animal, c'est une sorte de dynamite émotionnelle. C'est-à-dire que, et alors après, tu vas probablement, toi ou d'autres vont inviter des gens pour le commenter, mais on remplace l'homme un petit peu par l'animal, quelque part. On est à 13%.
Oui, mais qu'en fait, chez les propriétaires d'animaux, non. Enfin bon, ouais, mais enfin quand même. Il y a quand même bien des propriétaires d'animaux qui ont des conjoints. Et je m'adresse à eux. Ne désespérez pas. Aimez-vous les uns les autres. Et donc voilà, moi ce qui me concerne, aimer les conjoints, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est... Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, non, voilà. Donc, je pense qu'il y a une relation qui est en train de se faire qui est très forte. On parle d'humanisation de la relation à l'animal. Moi, je dirais de surhumanisation. Et on arrive au point où on fait des lois. Hein. On est bien en train de débattre depuis plusieurs mois avec la loi de Julien Normandie. Je la connaissais pas. Je l'ai apprise grâce à toi, cette loi contre les abandons d'animaux. Ouais. D'accord. Et on a plein de phénomènes de société, que ce soit les véganes, que ce soit, qui est quand même aussi que ce soit le L214. Tu as raison. Et tout ça finalement se lie et on commence à placer l'animal dans une autre dimension. Exactement. Ouais. Et c'est là où finalement des business comme donc Agrobioteur, qui est un business de pet care. Donc on connaît le pet food. Hein. Le pet food, tout le monde connaît. Si on prend la GMS, par exemple, c'est 2 milliards. Le pet care, c'est 200 millions d'euros. Donc c'est tout petit, c'est un dixième. Attends, je veux traduire. Hein. Donc, dans la grande distribution, l'ensemble de la nourriture pour animaux, c'est ça, enfin animaux de compagnie. C'est ça. C'est un business de 2 milliards d'euros. Mais toi, c'est hygiène beauté. J'ai adoré ça. C'est L'Oréal en fait. Hein. C'est hygiène beauté et les accessoires. Voilà. Exactement. Et ça, c'est 200 millions, ça. 200 millions. Ouais. Et si on rajoute la litière qui fait 250, on arrive à plus de 400. Mais donc finalement, c'est des produits qui avaient peu de valorisation au départ, qui étaient peu recherchés. On achetait une lespe pour un chien, comme on achetait autre chose. Voilà, c'était pas, on va dire, un acte choisi, un acte émotionnel. Et on voit bien, de par ce qu'on a fait, puisqu'on est arrivé, nous, il y a 1 an, on a fait une chose très simple. On a 3 marques. On a changé immédiatement le logo des marques, le packaging des marques, donc du basico-basique en marketing, hein, c'est rien de... Et les marques sont à plus 30, plus 40. Et honnêtement, alors certains vont dire, c'est l'effet épidémie. Non, c'est pas l'effet épidémie. D'ailleurs, le marché n'est pas à plus 20, plus 30, plus 40, il est à plus 8. Et la moitié de la croissance, c'est nous. Donc ça montre juste que derrière ça, en fait, il y a une attente consommateur qui est forte. C'est que si on a, à un moment donné, un jouet pour un chien mal marketé, il intéresse moyennement. Par contre, si on commence à le marketer, à en parler, si on fait un shampoing si on fait des produits de soins pour chien, pour chat, voire pour hamster... Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et à ce moment-là, on intéresse. À ce moment-là, on intéresse. Ouais. Voilà. Et quand tu parles de packaging, de marketing, je disais c'est L'Oréal. Les codes de communication... Non, mais les codes de communication sont les mêmes. Enfin, tu essayes de t'approcher des codes de communication qui sont utilisés par les grandes firmes de cosmétiques ? En fait, je pense que la seule chose qu'on a à faire, et je ne sais pas, et je le dis vraiment en admiration par rapport à des gens comme L'Oréal, c'est de faire exactement comme eux. Ouais, c'est ça. C'est de surtout pas essayer de se dire... Comme c'est des animaux, il faudrait faire différemment. Donc, s'il y a une tendance bio, il faut faire du bio. S'il y a une tendance naturelle, il faut faire naturel. Et donc, ce qu'on appelle, avec un mot compliqué, l'anthropomorphisme, c'est exactement ça. On donne quand même, on associe nos animaux à des sentiments, à des choses qui sont humains. Bon, mais toi, en tant que manager, et je voudrais surtout pas donner une mauvaise... J'imagine que tu respectes ça. C'est-à-dire, tu regardes ces phénomènes, tu les respectes, et enfin, pour comprendre tous tes clients et pour pousser le truc le plus loin possible, peut-être pas aller trop loin non plus, c'est ça, à un moment... Non, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des marchés... Alors, si on prend, par exemple, l'alimentaire, où j'étais, c'est des marchés qu'on a suranalysé les consommateurs. Et quand on mettait, nous, les caméras dans les cuisines à Findus pour justement voir... C'est parce qu'on est arrivé à un moment donné où on voulait être sûr de nous, on voulait vraiment comprendre. Là, on arrive dans un secteur où, finalement, il n'y a pas eu tant d'analyse que ça. Il n'y a pas eu tellement de... Alors, le marketing, c'est un gros mot finalement, mais ça veut dire quoi sur le fond? Ça veut dire comprendre le consommateur, c'est tout. Et donc, on est juste en train, la seule chose qu'on est en train de faire, quand je dis du basico-basique, c'est juste, enfin, l'école de marketing vous apprend ça, c'est d'écouter les consommateurs, de comprendre ce qu'ils veulent et d'essayer de faire les produits qui correspondent à ce qu'ils veulent, c'est tout. Et ton pricing, est-ce que tu arrives par les prix aussi à remonter un petit peu tes prix, vu cette frénésie qui saisit l'ensemble de tes produits? Alors, on n'est pas, en fait, nous, dans une stratégie de profiter. Alors déjà, ça, c'est un truc que je trouve... Je pense qu'il faut faire très attention à ce qui se passe actuellement, parce qu'on a peut-être ce qui se passe aujourd'hui, il y a ce qui se passera demain. Et le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, c'est pas le pouvoir d'achat de demain, déjà. Ouais. Donc, commencer à prendre des paris en disant on va premiumiser, pour utiliser un mot usité, à mon avis, c'est dangereux. Deuxièmement, nous, on est dans plusieurs réseaux et le pricing dépend du réseau. Si on prend par exemple le réseau GMS, donc la grande distribution, là, on est sur des prix très accessibles. Et donc, on va rester là-dedans. Maintenant, bien entendu, lorsqu'on a un produit bio,
on est 30% plus cher comme on l'est pour l'alimentaire. Lorsqu'on va aller sur un produit naturel, et on a plein de gammes qui vont arriver en 2022, on aura aussi un premium de prix qui sera en lien avec ça. Mais il n'y a pas de stratégie, on va dire, d'augmenter les prix. Après, quand tu es sur Internet, sur des modèles de business différents, enfin sur des chaînes de supply différents, forcément, tu as des prix différents aussi. Parce que ton coût est différent. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, mais j'entends bien ce que tu dis. Grande prudence. Avant de pouvoir analyser ce qui est en train de se passer. Ouais, je pense. Alors c'est le dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble. Tu l'as dit. Alors d'abord, j'ai pas dit, c'est donc entreprise familiale, qui était familiale. Tu as 3 unités de production, 250 salariés, un labo de recherche justement pour l'ensemble de ces sujets. Et donc c'est là aussi le bio, le naturel. Enfin, on va pas détailler parce que les litières. Mais j'ai regardé ce que tu fais. T'es aujourd'hui tu fais de la recherche pour rendre des litières totalement naturelles, biodégradables. Ouais, en fait, on a une stratégie qui est simple. Tu l'as compris, le premier axe, la première chose qu'on fait, c'est la marque. Je viens de te parler de la marque pendant 10 minutes, enfin 2 minutes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre le consommateur, faire des packaging, on va commencer à communiquer, etc. Donc ça, c'est la marque. Et il y a une deuxième chose qu'on fait, qui est plus on va dire je crois réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. Je suis un écologiste depuis... D'ailleurs, quand on se parlait à Findus, on en parlait déjà. Oui, pêche responsable. C'est la première fois avec toi que j'ai entendu parler de pêche responsable. Exactement. Donc, à Boulogne-sur-Mer, je me souviens. Et on sait très bien aujourd'hui que les financiers qu'il y a encore, ou ceux qui pensaient... Voilà, donc ça a changé. Donc, on est en train de faire pivoter la boîte à 360, et là, c'est vraiment très compliqué. D'une boîte qui, finalement, ne connaissait même pas le mot... l'écologie, c'était quelque chose qui était pas connu, qui n'était pas compris. Sachant qu'il faut savoir que la plupart des produits... pas forcément dans notre cas, mais de l'industrie, viennent de Chine. Ouais. Donc on a un problème. On est en train de la faire pivoter sur un axe d'écologie, de responsabilité sociale. Non, mais tu vas loin. Ça veut dire que le petit jouet pour les chiens, par exemple, tu veux plus qu'il vienne de Chine. C'est ça. Et tu veux essayer d'éviter... il sera forcément toujours un peu en caoutchouc, quelque chose comme ça. Enfin, tu vas réfléchir là-dessus, tu travailles sur la façon de le rendre le plus éco-responsable possible. On travaille, on fait déjà. Ça me fascine. Non, mais c'est génial. Et après, donc 2 choses. Là, sur les jouets, qui a un truc intéressant. Donc les jouets, 99% des jouets pour les chiens viennent de Chine. Ouais. Tu fais quoi quand tu arrives ? Donc ce qu'on a fait, c'est 2 choses. On a une belle usine en Tunisie qui fait du textile. On est en train de la convertir à faire du jouet. Parce que bien entendu, quand tu fais la Bourgogne, cuiserie, on est made in Bourgogne. On est fiers de l'être. Quand tu fais Bourgogne-Tunisie, c'est la même distance que Bourgogne-Birmingham. En plus, il y a le Brexit, donc ça c'est mort. Mais je comprends. Et tu te rapproches, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Et après... Mais même dans les composants et les matériaux, tu vas faire en sorte qu'elles soient éco-responsables. Exactement. Donc on part sur des produits recyclés, on part sur notamment des jouets qui sont à base de caoutchouc naturel, donc qui sont plus à base de plastique. Donc voilà, donc ça qui vont être forcément... Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir si... parce que tu vas augmenter ton panier moyen, forcément ce sera plus cher. Bien sûr. Et donc les gens qui vont suivre, c'est là que ça va quand même être très intéressant. Bien sûr. Merci Mathieu, on est déjà au bout. Ça fait un quart d'heure qu'on se parle quand même, c'est passé Je suis désolé. C'est passé à une vitesse dingue. À une vitesse dingue. Donc AgroBiothers, et on n'a pas cité les... T'as 3 marques, c'est ça Absolument, on a une marque qui s'appelle donc... Vetocanis, qui est la marque de soins qu'on retrouve chez Leclerc, Carrefour, Système U, Intermarché, j'espère que j'en ai pas oublié. C'est toujours un grand risque ça. C'est un grand risque. Auchan, t'as oublié Auchan. Voilà. Et puis j'ai une marque qui s'appelle Aimé, donc qui est une marque là plutôt de ce qui n'est pas en fait hygiène soins. Et après on a un réseau qui s'appelle l'animalerie, la jardinerie, etc. Donc je vais pas les citer, sinon là pour le coup, longtemps. Il y en a beaucoup. Et là on a une marque Tyrol, qui s'appelle Tyrol. Mathieu Lambeau était notre invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain.